à tous et merci de nous retrouver pour ce congrès mondial des écrivains de langue française. Bonjour à toutes les trois, Émilie Prophète, Bessora et Véronique Tadjo qui est avec nous depuis Londres. On ne vous voit pas encore ici, mais je pense que vous nous entendez. Donc on va parler ce matin avec ces trois femmes puissantes, puissantes dans leur littérature, dans leur manière d'écrire le monde, de la langue et des territoires de l'enfance. On va leur proposer de repartir dans leurs souvenirs d'enfance pour nous raconter comment peut-être la littérature, le goût de la littérature, le goût de raconter des histoires puise sa source dans leurs souvenirs d'enfance, dans leurs souvenirs de lecture d'enfance. Voilà, mais bon, je vais vous les présenter toutes les trois. Bessora, donc vous avez grandi entre le Gabon et l'Europe, mais vous avez beaucoup voyagé. Vous êtes en circulation, on va dire, entre plusieurs continents, si vous acceptez cette description. Vous êtes romancière, vous avez notamment votre premier roman s'intitule 53 cm et le dernier qui est sorti l'année dernière chez Jean-Claude Lattès, cette année, pardon, s'appelle Orphelin et vous nous en parlerez parce que vraiment il y a un rapport à l'enfance avec ce dernier titre. Et Émilie Prophète, vous venez d'Haïti, vous avez fait le voyage jusqu'à nous. Vous avez aussi une grande histoire d'écriture derrière vous. Vous avez reçu le prix du rayonnement de la langue française. Parmi vos derniers titres, Les villages de Dieu. Sinon, on compte Un ailleurs à soi, un recueil de nouvelles, Des marges à remplir et autres poèmes. Et vous avez aussi été directrice de la Bibliothèque nationale à Haïti. Véronique Tadjo, depuis Londres, merci d'être avec nous, de nous rejoindre. Aussi, vous êtes en circulation entre plusieurs pays, plusieurs continents, plusieurs langues. Donc vous avez grandi une partie de votre enfance en Côte d'Ivoire. Et puis vous avez aussi des souvenirs en Bourgogne, je crois. Et aujourd'hui, vous êtes basée à Londres et vous êtes notamment autrice de L'ombre d'Imana, de Reine Pokou ou En compagnie des hommes. Voilà. Alors pour commencer, pour introduire peut-être notre discussion, je voulais citer un passage de Michel Lebris, qui est donc le créateur de Étonnant Voyageur, qui nous a quittés en début d'année. Et ça nous permet, c'est un texte qui va permettre de lancer un peu la discussion. Alors, je cite Michel Lebris. « Regardez cet enfant, sourcils froncés, absorbé par la construction d'un château de sable ou plongé dans un livre. Surtout, ne le dérangez pas. Il est ailleurs, dans son royaume de lumière. Peut-être franchit-il un torrent sur un câble tendu menaçant de se rompre. Survole-t-il une montagne? Affronte-t-il des dragons ou des pirates venus de galaxies lointaines, en vivant tour à tour chacun des personnages? Un enfant joue, et plus rien ne compte dans l'instant. Ne détruisez pas leur royaume. Par lui, ils explorent le monde, y tracent des chemins. Les livres furent pour moi les chemins de la merveille. » Donc c'est un extrait de Pour l'amour des livres, publié en 2019 chez Grasset. Et La guerre du feu a été pour Michel Lebris son premier émerveillement. Donc ma première question à toutes les trois, peut-être Véronique Tadjo, quel était dans vos souvenirs d'enfance le premier émerveillement de lecture? Bon, eh bien, merci tout d'abord de m'accueillir et bonjour à tout le monde. En fait, je crois que c'est les lectures que j'avais avec ma mère quand j'étais en Côte d'Ivoire. Et je vais vous le dire tout de suite, ça a été Le Petit Prince. Le Petit Prince parce que j'ai trouvé que c'était un livre merveilleux dans le sens qu'il ouvrait des tas de possibilités. Quand le renard demande
au pilote, dessine-moi un mouton, je trouve que c'est fantastique parce que ça veut dire qu'on peut se parler, mais se parler naturellement. On n'a pas besoin de chercher très loin. Faut être sincère, il faut être honnête. Et puis, il est vrai que c'est une histoire de communication, c'est l'histoire aussi de quelqu'un qui vient de loin et qui arrive sur une planète. Alors, je crois que ça a été un livre qui a vraiment compté pour moi. Et puis aussi, bien sûr, j'ajouterais simplement aussi tous les contes de la tradition orale dont je me suis abreuvée. Donc ça a été comme si vous étiez apprivoisé par la littérature ou inversement, comme si vous apprivoisiez la littérature à ce moment-là. C'est ça, exactement. Émilie Prophète, il y a aussi un livre dont vous m'avez parlé quand on a préparé cette émission qui reste extrêmement important pour vous. Vous l'avez sur votre table de chevet d'ailleurs. Oui, Mon bel oranger de Vasconcelos, qui est un auteur brésilien. Quand je suis tombée sur ce livre, ça m'a fait un effet. J'apprenais tout à la fois, l'amitié, l'amour, la contradiction. Donc je garde un souvenir merveilleux de ce livre que j'ai fait lire à mes 2 filles, bien entendu. Et vous, Bessora, quand on s'est parlé, vous ne m'avez pas cité un livre en particulier. Vous disiez que votre rapport à la littérature quand vous étiez enfant, c'était un peu lire ce qu'il y avait à la bibliothèque, ce que vous trouviez. Est-ce qu'il y a quand même un livre qui ressort ou pas ? Il y avait effectivement dans la bibliothèque familiale des livres de jeunesse, entre guillemets, dans les bibliothèques roses, les bibliothèques vertes. J'étais aussi abonnée à l'album de Spirou. Et j'avais une prédilection pour les personnages qui étaient un peu à la marge, qui étaient un peu des parias. J'avais déjà cette prédilection-là qui s'est poursuivie lorsque je suis entrée en écriture. Et je pense notamment au Malheur de Sophie, de la comtesse de Ségur. Je pense par exemple plus tard au Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Et je pense aussi à une bande dessinée qui s'appelait Bidouille. C'était l'histoire d'un garçon très gros et très timide qui était amoureux d'une très belle jeune fille et qui, évidemment, n'arrivait pas à s'en faire regarder ni aimer. Et du coup, pour Le Dernier jour d'un condamné, c'est quelque chose qui, Émilie, vous parle aussi. C'est l'un de mes livres préférés. Et hier soir, justement, dans un entretien, on me demandait de citer tout de suite 2 ouvrages qui m'avaient beaucoup marqué. C'était Le Dernier jour du condamné et puis Un ailleurs à soi de Romain Gary. Voilà, j'ai ça en partage avec Bessora, ce texte de Victor Hugo. Et je pense que quand on a lu Le Dernier jour d'un condamné, on sait pourquoi Victor Hugo reste l'un des plus grands écrivains de tous les temps. Et même dans les universités américaines, il y a des classes de Victor Hugo, les universités où on enseigne la littérature en général. C'est un livre extraordinaire, très facile à lire, très court, mais d'un humanisme tellement touchant, et il y a tellement de questions et très actuel aussi comme ouvrage. Et du coup, Véronique Tadjo, vous, dans votre œuvre littéraire aujourd'hui, vous puisez énormément dans vos souvenirs d'enfance en Côte d'Ivoire. Pourquoi cette source d'imprégnation ? Vous m'avez dit, quand on s'est parlé, que pour vous, retourner dans ces souvenirs d'enfance, c'était aussi une manière de mieux comprendre le présent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, je pense qu'on est tout à fait défini par son enfance, par ce qu'on a vécu quand on a grandi. Et comme je suis née à Paris et qu'à 1 an, mes parents sont allés en Côte d'Ivoire, j'ai vécu toute mon enfance et toute mon adolescence en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu ma référence. Et mes souvenirs sont vraiment ancrés dans cette terre-là. Et je crois que pour moi, l'enfance, c'est vraiment le terreau de l'écriture. Et Senghor, Léopold Sédar Senghor, a très bien parlé de ce royaume d'enfance dans lequel il a beaucoup puisé pour sa poésie. Je pense que c'est ce qui nous forme et c'est ce qui nous enrichit. Et en effet, j'essaie de mieux comprendre
le monde actuel, mais on va dire à travers un contexte particulier. C'est de ce contexte particulier que je m'évade ensuite et que je vais voir le monde et que je cherche à mieux comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Émilie, est-ce que vous avez une réaction à ce que vient de dire Véronique? Oui, je suis d'accord. Toute notre enfance définit en fait ce que nous sommes en général dans la vie, mais un écrivain, c'est d'abord son enfance, ce qu'il apprend dans l'enfance, les livres qu'il lit ou qu'elle lit, les gens elle rencontre, le rapport à ses parents, à l'école, et c'est tout ça qui nous définit dans la vie, et nous avançons avec ce bagage-là, et tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on dit est imprégné de ce que nous rapportons de notre enfance. Et évidemment, les lieux où nous grandissons, tout ça, ça entre dedans. Ce que vous me disiez aussi quand on a préparé cet entretien, c'est que pour vous, à Haïti, quand vous étiez enfant, vous vous sentiez un peu isolé, un peu enfermé, et que les livres ont été comme une ouverture incroyable, et que vous plongiez dans ces livres à travers des ouvrages scolaires, en fait, comme certains, enfin les moins de 30 ans ne vont pas connaître le Lagarde et Michard, on va dire, ou les moins de 40 ans, mais c'est ce gros livre de littérature française qu'on donnait au collège ou au lycée. Voilà, je n'avais pas accès à beaucoup de livres de lecture quand j'étais enfant, mais par contre, il y avait des livres scolaires à la maison, et un jour, je suis tombée sur un livre, et en m'asseyant sur cette chaise tout à l'heure, je me suis demandé pour la première fois de ma vie qui est-ce qui avait dû le déposer chez moi. En fait, c'est un livre auquel il manquait les premières pages, qui s'appelait « Elle avait trop de mémoire ». Je devais avoir 7 ou 8 ans. J'ai découvert par la suite que c'était un livre d'Ex Braya. Donc, j'ai commencé à le lire sans les premières pages, et je l'ai lu jusqu'au bout. Et à partir de là, j'ai eu envie de lire. Donc, j'ai lu tout ce que je trouvais comme manuel de littérature. Il y avait chez moi Lagarde et Michard, 17e, 18e, 19e et 20e siècle. Donc, c'est là que j'ai rencontré Joachim du Bellay, les poètes, Lamartine, Victor Hugo. Ça a été un enchantement extraordinaire, et je vous promets, c'était très très bien de les lire dans ce manuel, puisqu'on avait des poèmes en entier. Je me souviens d'avoir tellement lu Demain dès l'aube dans Lagarde et Michard du 19e siècle, qu'aujourd'hui encore, je connais ce poème de Victor Hugo. Puis après, à l'école, je trouvais des livres, et comme Bessora, j'ai lu La Comtesse de Ségur, les livres de la Bibliothèque verte, de la Bibliothèque rose, et l'aventure est encore là. Donc je lis autant que je peux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de livres et pas assez de temps pour les lire. Mais du coup, quand on est enfant et qu'on grandit à Haïti, qu'on rencontre par la lecture Joachim du Bellay, Verlaine, Paul Éluard, ça doit être des lectures extrêmement exotiques dans le contexte haïtien. Pas tant que ça, parce que n'oubliez pas, ce sont des livres qu'on a utilisés dans le cycle secondaire haïtien pendant des années. Donc, il y a des cours jusqu'à présent de littérature française en Haïti. Donc, ce n'était pas si exotique que ça. Mais par rapport à la réalité qu'il décrivait, ce que vous me disiez, c'est que ça ouvre des champs et des mondes nouveaux, en tout cas, peut-être. Ça ouvre des mondes nouveaux. C'est vrai qu'en les lisant beaucoup, on est un petit peu déconnecté de sa propre réalité au début, mais comme ça pave un chemin pour arriver à autre chose, notamment des poètes haïtiens comme Georges Castrat, etc. Donc c'était extrêmement important d'avoir ça, d'avoir ce bagage de rêve, cette envie de connaître un petit peu plus des autres littératures, de la littérature haïtienne, de la littérature portugaise et brésilienne, avec Vasconcelos, avec, George Sand, La Petite Fadette, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé aussi dans ma jeunesse. Et alors, Bessora, ce que vous me disiez aussi, vous puisez aussi dans... Enfin, ce que vous me disiez, ce que vous aviez dit aussi à Jeune Afrique il y a quelque temps, c'est que vous n'auriez pas été écrivaine
si vous n'aviez pas grandi dans le pays où vous avez grandi, dans la ville où vous avez grandi, dans la famille où vous avez grandi, plus que vous ne pensiez pas être écrivaine quand vous étiez enfant, mais finalement, vous l'êtes devenue et rétrospectivement, vous vous dites que peut-être c'est là où est la source de votre envie d'imaginer des histoires. Oh, je pense qu'il y a énormément de sources et qu'elles sont difficiles à identifier et à définir. Mais un peu comme Véronique, moi je suis née en Europe d'une mère européenne et je suis arrivée au Gabon, qui est le pays de mon père, à l'âge de 6 ans. J'ai vécu 10 ans là-bas, donc entre 6 et 16 ans, qui sont effectivement des périodes quand même assez fondatrices et puis qui restent ancrées en vous. Et ce que je trouve intéressant de ce thème de l'enfance, c'est que c'est à la fois l'exil inéluctable, parce que c'est un exil dans le temps, enfin on n'a pas encore trouvé la machine à remonter le temps, alors que quand on a cette chance de pouvoir prendre un avion, aller se balader d'un pays à l'autre, ce qui est malheureusement pas le cas de tout le monde. En tout cas, l'enfance est un exil inéluctable pour tous. Mais en même temps, l'enfant, il reste présent en nous toujours. Moi, j'ai cette conviction que l'enfant est là toujours. Et en ce qui me concerne, l'enfant qui est présent en moi m'accompagne dans mes projets d'écriture. Et je pense qu'il prend beaucoup de place dans la construction de mes romans. Oui, vous nous disiez, par exemple, que dans ce dernier roman, Orphelin, qui parle d'une histoire vraie, en fait, que vous avez tissée en fiction par la suite, que pour la première fois, vous étiez basé sur... C'est en regardant un documentaire et que vous avez vu Peter, un monsieur âgé de 80 ans, et en voyant son regard, vous avez vu un regard d'enfant, et que vous avez construit, et quand vous êtes allé le voir, vous allez nous raconter, et vous vous êtes retrouvés deux enfants face à face, enfin 2 regards d'enfants, et c'est là qu'est née l'envie de ce livre, en fait. En fait, Les Orphelins est né effectivement d'un documentaire que j'ai découvert un soir sur Arte, qui est une chaîne française. C'est un documentaire de Régine Duras, qui est une documentariste allemande, où des personnes qui ont 70 ans à l'époque du documentaire, qui sont orphelins, nés en Allemagne pendant la guerre et réputés à rien, racontent leur adoption en Afrique du Sud, où ils ont été transportés, exportés, comme un emblème du nazisme et de l'apartheid. Et donc je tombe sur ce documentaire et cette histoire que je ne connais pas, et je vois Peter qui témoigne, donc ce vieillard, et je regarde ses yeux, et dans son regard, il y a réellement un enfant de 8 ans. C'est-à-dire que cet enfant de 8 ans ne l'a jamais quitté. Donc je suis fascinée par ce regard, par ce récit, et je décide effectivement qu'il faut que je fasse quelque chose là-dessus, que je veux faire un roman sur cette histoire de culpabilité, d'avoir été un emblème du nazisme et de l'apartheid, mais aussi sur cette histoire de résilience, parce que c'est pas impossible de s'en sortir, même si on porte ce poids sur les épaules. Et pour faire ce roman, il faut que j'aille rencontrer Peter. Et c'est effectivement la première fois que je fais un roman à partir d'une histoire vraie et de personnes vraies, parce qu'en général, je construis mes personnages, même s'ils paraissent parfois réels. Alors, on finit par se rencontrer au Cap, en Afrique du Sud. Et ça se passe d'emblée très bien. Enfin, il y a une complicité vraiment très forte d'emblée. Et cette complicité, je pense, vient du fait que quand on se regarde, on est tous les deux. Dans nos yeux, il y a l'enfant de 8 ans que je suis, et dans son regard, il y a l'enfant de 8 ans. Donc ces 2 enfants sont en confiance l'un avec l'autre et peuvent échanger. Et est-ce que Véronique Tadjo, ce que vient de nous dire Bessora sur la construction de ces personnages, le regard d'enfant qu'on peut porter sur ces personnages, est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez la même complicité avec vos personnages que celle qu'un enfant peut avoir avec ses compagnons dans la récréation ou son compagnon d'enfance ? Oui, enfin, je comprends très bien ce que dit Bessora et ce qu'elle a éprouvé en rencontrant Peter, parce que je pense que ça a dû être quelqu'un qui a été figé dans cette, on va dire, dans son enfance, dans ce drame qu'il a connu, et c'est pourquoi la jeunesse est si importante, parce que en fait,
par la suite, on va essayer de dérouler tout ce qu'on a vécu, de tous les traumatismes et des fois des grandes joies qu'on a connues, et on va, effectivement, c'est elles qui vont nous suivre après dans la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, effectivement, il faut avoir un regard nouveau, pouvoir essayer de retrouver quelque chose de neuf dans notre regard quand on essaie de comprendre un peu la situation. Je veux dire, je dis toujours ce qui nous arrive, c'est-à-dire, je le vois sur le plan humain. Et c'est peut-être pour ça qu'on voyage autant. Enfin, en ce qui me concerne, c'est peut-être pour ça que je voyage autant. Parce que quand je vais dans différents pays, je suis obligée d'avoir un visage neuf. Parce que les gens ne me connaissent pas, je ne les connais pas encore. Et donc, tout est à faire, tout est à découvrir. Et même en voyageant, quand je reviens en Côte d'Ivoire, j'ai un regard neuf. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est que ce regard ne soit jamais pris par une certaine routine, ne soit pas emprisonné par le temps, et qu'on essaie tout le temps de retrouver cette énergie, cette passion qu'on a eue à un moment donné, cette idée que tout est encore possible. Et du coup, ce que vous dites me fait penser à un passage de votre dernier ouvrage, Aimer selon Véronique Tadjo. C'est un passage donc, où le personnage Eloka revient avec sa bien-aimée dans sa ville d'enfance. Et il raconte, il tenta en vain de retrouver les traces qu'il avait laissées avant de partir afin de les montrer à Aimée. Mais elles avaient disparu. Tout semblait à la fois proche et lointain. Il se demanda si c'était bien là qu'il avait passé ses années d'enfance. Il ressentait un profond enracinement et pourtant une cassure brutale. Donc pour Émilie Prophète, est-ce que ce rapport à l'enfance où on est à la fois ce déplacement dont parlait Véronique Tadjo, où on va chercher du nouveau et où on revient dans un territoire d'enfance, mais en même temps déraciné, qu'est-ce que ça vous évoque, ce déracinement par rapport à ce qu'on a connu enfant ? Moi, la question se pose différemment pour moi. J'ai une histoire différente. Je suis née à Port-au-Prince et je vis encore à Port-au-Prince. C'est vrai que je fais beaucoup de voyages qui souvent sont des ressourcements, mais ces voyages doivent être courts. Je suis très très attachée à ma terre natale pour différentes raisons, et la création, le moment de création, je le trouve toujours chez moi. Mais voilà, je suis une personne qui ne change pas. C'est-à-dire, je regarde les autres qui m'enrichissent et voilà, qui entrent dans mes livres, parce que n'oublions pas que l'écrivain et l'écrivaine est un prédateur ou une prédatrice, c'est-à-dire nous prenons beaucoup de choses des autres, mais généreuses, des prédateurs généreux, que nous rendons ces choses-là. Donc là, je suis cette petite fille de Port-au-Prince qui a un regard sur la ville et sur ses compatriotes, sur sa famille, qui évolue avec le temps. En fait, ce n'est pas le même regard d'une année à une autre. Il y a des choses que je découvre, c'est-à-dire il y a un enrichissement, il y a quelque chose qui évolue et je travaille, j'évolue avec ça. Et les personnages de mon livre, les personnages principaux, et souvent, j'ai toujours l'impression que c'est moi. Comme quand Flaubert dit de Madame Bovary, c'est moi. Donc moi, j'adore Flaubert, c'est peut-être pour ça que je ne sors pas de l'imparfait aussi. Donc voilà, je suis cette même personne, cette petite fille qui est en train de grandir, qui reste elle-même, mais qui comprend qu'elle grandit aussi, puisque les choses changent et ce qui était laid il y a 3 ans peut devenir
très très beau, comme par magie, parce que je ne l'avais pas remarqué. Donc je me dis, ah oui, j'ai évolué, j'ai grandi. Pourquoi j'ai trouvé que ce prénom était très moche quand j'étais petite, quand j'avais 16 ans, alors qu'aujourd'hui, c'est très beau. Donc et voilà, mais je reste la petite Port-au-Prinциenne qui est juste en train de grandir dans sa ville, dans son milieu ambiant. Et du coup, par rapport à ce que disait Bessora tout à l'heure sur le regard d'enfant qu'elle portait, en l'occurrence, la rencontre entre votre regard d'enfant Bessora et le regard d'enfant de Peter qui vous a permis de construire ce livre orphelin. Pour vous, Émilie Prophète, est-ce que quand vous construisez vos personnages, vous imaginez une complicité avec eux qui a rapport avec une complicité d'enfant aussi ? Oui, sans doute, il y a des personnages qui ne sont pas moi dans le livre, que je subis presque. Je les invente, ils apparaissent, ils sont dans le livre, ils comptent, ils prennent des décisions, mais il y a un certain nombre de personnages, comme Célia dans mon dernier livre, c'est moi. C'est-à-dire Célia avec ce regard... Vous êtes l'influenceuse sur Facebook. Voilà, alors. je n'ai peut-être pas autant de talent qu'elle, mais je comprends voilà, toute cette perspicacité, cette manière d'expliquer, de se projeter. C'est un peu moi, c'est un peu beaucoup moi. Voilà, je ne l'ai pas beaucoup subi, contrairement aux autres, parce qu'il y a des personnages que l'auteur subit. Il est dans votre livre, mais vous n'êtes pas ce personnage. Mais il existe dans la vraie vie, il existe dans l'histoire, il existe parmi les gens que vous rencontrez, et il est forcément là avec vous pour faire évoluer une histoire. Souvent, les personnages principaux, comme Célia dans Les Villages de Dieu, ou José dans Impasse Dignité, c'est un peu beaucoup Émilie Prophète. Ah, d'accord. Et vous, Bessora, donc, quand vous créez, vous m'aviez dit, c'est quand vous créez vos personnages, encore une fois, vous êtes comme assis au pied d'un arbre avec quelqu'un à qui vous confiez ces histoires, en fait. Donc, il y a une forme de confiance quand vous créez des personnages. Oui, mais je pense que tous les écrivains ont un rapport très singulier à l'écriture et puis à ce qu'ils conçoivent comme être écrivain. Bon, peut-être que d'autres écrivains se reconnaîtraient dans ce que je dis ou dans ce que Véronique dit ou dans ce qu'Émilie dit, mais moi je ressens beaucoup l'écrivain comme une éponge vigilante, donc comme quelqu'un qui s'imprègne de tous les bains où il se trouve et dont les sources d'inspiration ne sont pas uniquement livresques, par exemple. Je vois l'écrivain aussi comme quelqu'un qui ramasse les cailloux qu'on lui jette ou qu'on lui a jetés et qui en fait de la littérature ou de la bande dessinée ou une œuvre d'art. Et c'est aussi quelqu'un qui ramasse les cailloux qu'on jette ou qu'on a jetés aux autres et qui en fait une œuvre d'art et en ce qui nous concerne, des romans par exemple. Mon rapport au personnage, évidemment lorsque j'écris un roman, je sais que j'écris une fiction, mais je crois à ce que je raconte. Les personnages que je façonne et que je place dans des intrigues, pour moi ils existent réellement, je suis en dialogue avec eux, ils sont en dialogue avec moi. Et j'ai même du mal à les appeler des personnages parce qu'ils sont plus que ça. Je pense que le mot personnage n'est pas adapté. Je n'ai pas encore le mot. Je pense que d'autres écrivains ont peut-être trouvé le mot, mais je ne suis pas sûre que personnage soit le bon mot. Et je dis ça aussi parce qu'il se trouve que j'écris de la fiction, du roman, mais j'interviens aussi dans d'autres domaines d'écriture et en particulier, je prête ma plume. Je suis, alors aujourd'hui on dit ghostwriter, écrivain fantôme. Je ne vous dirai pas de qui c'est secret. Mais ça veut dire, c'est très intéressant pour un écrivain parce qu'il s'agit de rentrer dans les baskets d'une vraie personne qui a un projet de livre mais qui ne sait pas écrire, donc qui a besoin d'un fantôme. Et donc là, ma mission, c'est vraiment de me mettre dans la peau de quelqu'un qui existe, de trouver sa voix, de restituer sa voix, au point que cette personne est capable de dire à la fin « Ah, bah, c'est mon livre », et d'oublier que quelqu'un d'autre l'a écrit. C'est très paradoxal, hein, parce que c'est assez loin de la figure de l'auteur, de l'écrivain, qui a un droit de paternité sur son livre, et puis qui est le créateur, puisque là, il s'agit de s'effacer. Mais bon, à titre personnel, ça m'intéresse énormément. C'est une très bonne gymnastique en plus.
Mais encore une fois, c'est une vision très personnelle de ce que c'est qu'écrire, de ce que c'est qu'un roman, de ce que c'est qu'un écrivain, du rapport au temps, de ce que l'enfance vient faire dans l'écriture. Comment elle façonne l'écriture, en fait. Mais pas tout à fait personnel, Bessora, parce que je suis d'accord avec l'ensemble de ce que tu viens de dire. L'écriture, pour moi, c'est un métier des 5 sens. C'est pas seulement dans les livres qu'on va chercher du savoir, de l'inspiration. C'est ce qu'on respire, ce qu'on touche, ce qu'on entend, les gens que l'on regarde. Et voilà, vous êtes totalement raccord avec moi aussi quand vous dites que l'écrivain est une éponge. C'est ce que j'appelle le prédateur généreux. Il prend, il ramasse pour pouvoir donner, parce que l'écrivain traduit la vie. Il travaille avec le réel, qui est sa matière première, et il traduit la vie. Donc c'est pour ça que pour connaître un peuple, pour connaître des moments de l'histoire, il vaut mieux lire un roman qu'un livre d'histoire, parce qu'on va chercher dans l'intime, dans les individualités, les hommes, les femmes, ce qu'elles ont ressenti dans l'époque. Et là, c'est plus important que l'histoire elle-même, qui est racontée par des historiens, qui est un domaine scientifique. Donc la littérature renseigne beaucoup plus sur les époques, les ressentis, les manières de vivre, les perceptions, les projections. Donc tu n'es pas seule, je pense. Je ne suis pas seule. Et pour rebondir sur ce que tu dis, juste très rapidement, les livres traduisent la vie. C'est très juste et c'est ce que j'ai ressenti. Et je suis venue à l'écriture pour cette raison-là, parce que j'ai d'abord commencé par faire de l'anthropologie, donc des études, donc milieu académique. Et c'est très intéressant d'être un historien ou d'être un anthropologue ou d'être un sociologue, mais ce n'est pas du tout la même approche, dans le sens où c'est un peu comme si on faisait de la médecine légale, c'est-à-dire qu'on étudie la vie, mais à partir d'un corps qui n'est plus en vie. Alors on apprend beaucoup de choses à travers la médecine légale et en découpant les corps et en regardant comment ça fonctionne. Mais écrire un roman, c'est travailler sur du vivant, et donc ça marche beaucoup mieux. Du coup, Véronique Tadjo, sans doute vous avez à rebondir sur ce qui vient d'être dit. Et en complément, oui, je vais vous laisser la parole. Et juste en complément, par rapport à ce qu'ont dit Émilie et Bessora, mais aussi sur cette notion de croire, alors du mot personnage, mais de croire en ces personnages. C'est-à-dire qu'on se raconte une histoire comme quand on était enfant, en quelque sorte, quand on écrit de la fiction. Bon, eh bien, j'ai beaucoup aimé ce que Émilie et Bessora ont dit à propos de comment elles se voyaient en tant qu'écrivaines. Oui, c'est ça, nous sommes des prédateurs, ça je suis tout à fait d'accord. Et aussi, on ramasse des tas de choses, on est des éponges. Je dirais aussi que, bon, moi je vois un peu l'écriture comme une photographie, aussi un peu comme la peinture. C'est pour ça que je m'entoure énormément de tout ce qui est visuel, parce que je trouve que c'est une autre écriture, c'est une écriture complémentaire. Et voilà, j'aime beaucoup en fait ce lien entre toutes les différentes expressions. Si je pouvais jouer de la musique, j'aurais vraiment aimé jouer de la musique, et je crois que j'aurais été encore une meilleure écrivaine. Le journalisme aussi me fascine, parce qu'il a ce côté-là très immédiat et très, en même temps c'est de l'histoire, et en même temps il y a une écriture derrière. Donc je suis assez fascinée par tout cela. Maintenant, les personnages, comment ils arrivent et comment on vit avec. En fait, quand on écrit un roman, au bout d'un moment, il faut vivre avec tous ces personnages. Il y a bien sûr toujours un personnage principal dans lequel on met beaucoup de choses, beaucoup de soi, mais aussi on va chercher ailleurs pour rendre le personnage beaucoup plus enrichissant. Mais en fait, on vit tout à coup avec toute une horde de personnages qui nous influencent, qui viennent jusque dans nos rêves quand on dort, qui le matin nous disent attention, t'as pas tout dit sur moi, il y a autre chose quand même. Et donc je trouve ça vraiment très intéressant, et du coup ça fait que parfois les écrivains ne sont pas des gens très faciles à vivre.
parce qu'ils sont dans un monde parallèle. Ils sont voilà, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ils sont dans cet autre monde qui peuple leur imagination. Émilie Prophète, vous voulez réagir? Sur la question des personnages, et, tout à l'heure, Bessora disait, faut-il les appeler des personnages? Il faudrait peut-être trouver un autre mot. Moi, je crois qu'ils sont des personnages quand ils sont encore dans notre ordinateur ou sur notre cahier, tout ça, parce que ces personnages, entre guillemets, ces personnes deviennent réelles, concrètes. Et aujourd'hui, moi, 35 ans, 40 ans plus tard, je vis avec Zézé, le personnage de Mon Bel Oranger de Vasconcelos. Et il y a des millions de personnes qui vivent avec Madame Bovary. Elle existe. Voilà, ces gens deviennent des gens réels qui font partie de la vie d'autres personnes et on les cite en exemple. Ah, on dirait un tel dans le roman de ci, ou bien des fois le personnage devient tellement célèbre, on n'a même pas besoin de donner la référence. Voilà, c'est un tel. Ah ouais, lui, c'est un tel. Donc ça, c'est voilà, c'est le personnage en question qui est dans notre ordinateur. Sitôt que le livre existe, et d'ailleurs ces personnages ne nous appartiennent plus, ils ont leur vie, ils ont leur état civil, et ils sont dans la vraie vie de centaines de millions de gens, et c'est éternel. 100 ans plus tard, 200 ans plus tard, Madame Bovary, écoutez, elle existe. Bouvard et Pécuchet existent. Donc voilà, donc on n'a pas besoin nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour ces personnages qui en fait nous survivent, deviennent quelquefois plus connus que nous. Et cette conviction dont vous parlez par rapport aux personnages, Véronique, Émilie et Bessora, est-ce que c'est pas aussi là une conviction qui vient de l'enfance? Parce que quand on est enfant, on se raconte des histoires entre nous. On se dit, moi je vais être le policier, toi tu vas être le voleur, ou le pirate et je sais pas, ou Peter Pan. Et on s'invente des histoires, on s'invente des personnages. Et est-ce que vous voulez réagir? Est-ce qu'on n'est pas là dans quelque chose qui a un rapport à l'enfance? Véronique, je vous vois hocher de la tête. Oui, absolument. J'ai envie de dire que en fait, l'enfance est très importante parce que si je me remets dans cette époque-là, j'ai l'impression que je cherche toujours à comprendre ce qu'on m'a dit et ce qu'on ne m'a pas dit. En fait, c'est les silences qui ont entouré toute mon enfance et toute mon adolescence qui en fait, m'ont amené à l'écriture. Parce que j'avais l'impression que ce monde des adultes, là, je ne le comprenais pas et qu'il y avait des choses qui m'échappaient totalement. Et donc, en grandissant, je me suis dit, il faut que je comprenne ce qui s'est passé. Il faut que j'arrive à disséquer un peu voilà, ce qui s'est passé, ce qu'on ne m'a pas dit. Ces silences-là, c'est ma recherche permanente. Ces silences, ça vous fait rebondir? Je parlais d'éponge vigilante tout à l'heure et pour rejoindre ce que dit Véronique, cette imprégnation, elle se fait aussi effectivement des silences et de ce qu'on ne comprend pas. Alors de ce qu'on ne comprend pas quand on est enfant parce qu'on n'a pas encore les mots ou parce qu'on n'a pas encore la lecture et l'écriture. Et là, on capte énormément de choses sans passer par ce média-là. Et c'est des choses qui nous restent et qui nous déterminent relativement par la suite. Et une fois qu'on a la lecture, l'écriture, la parole, il y a des silences, des non-dits, qui ne sont pas forcément volontaires, mais qui sont des silences hérités. Et qui déterminent probablement des approches qu'on va avoir comme écrivain. Et le fait que écrire, c'est libérer sa parole, c'est s'octroyer une liberté d'expression dont on n'a pas forcément hérité dans sa famille. En ce qui me concerne, par exemple, du côté de ma mère, on est protestant. Et la devise, c'est travail, silence, austérité. Mais c'est quelque chose qui n'est pas violent, mais ça fait partie de la famille.
Donc, ça explique peut-être aussi que je sois devenue écrivain, que mon oncle maternel soit devenu écrivain. Un besoin d'expression pour aller contre cette devise familiale et contre un certain nombre de silences. Du côté de mon père, quand il est retourné au Gabon, moi j'avais 6 ans, je suis arrivée au Gabon à 6 ans, et j'ai vu en regardant mon père que c'était très important pour lui de retourner au Gabon. Mais ça n'a jamais été réellement formulé. Donc j'ai cherché à comprendre, et je pense que l'écriture est aussi un moyen de comprendre et d'exprimer ce qui est indicible, mais pas juste au niveau de votre famille, à un niveau personnel, parce que ce sont des silences et des choses indicibles pour tout le monde. Est-ce que ces silences, c'est ce que vous creusez aussi, les silences de l'enfance que vous creusez, Émilie? Je suis d'accord avec Véronique et Bessora. Moi, je dirais que c'est du décodage que nous arrivons à faire à un certain moment de nos vies, de petites choses, de fulgurances, et qui nous avaient, pour une raison bien simple, nous étions enfants, qui nous avaient échappé. Mais puisque c'était des moments où nous ne comprenions pas, c'est resté là, dans la tête, et à un certain moment, on décode et on comprend, on entre dans ces personnes aimées ou pas, et on comprend ce qu'elles ont ressenti à tel moment, et on l'exprime, on en parle. Moi, dans mon premier livre, Le Testament des solitudes, j'étais à un moment de ma vie où j'ai senti qu'il y avait tellement de choses que j'avais côtoyées, de gens, de silence, de peur, de souffrance, qu'il fallait que j'en parle. C'était comme pour régler un compte et entrer dans une autre étape de ma vie. Donc voilà, à un certain moment, on est forcé, on est obligé de décoder toutes ces choses pour faire sortir cette vérité, faire parler ces gens qui, à un certain moment de leur vie, n'ont pas pu parler. Voilà, ou exprimer des choses que nous n'avons pas compris sur le moment, ou parce que nous étions petites justement, nous n'avions pas le droit d'exprimer. Donc voilà, je suis d'accord. Donc c'est des décodages que nous faisons et ça libère. Oui, donc en fait, ce que vous dites vraiment toutes les trois très bien, c'est que la littérature, vos inspirations puisent en grande partie, pas que bien entendu, puisque vous sculptez la matière que vous avez autour de vous, mais il y a une source inépuisable de l'enfance en fait qui est là. Et justement, je me demandais, Véronique Tadjo, quand vous animez des ateliers d'écriture, parce que c'est ce que vous avez fait ou ce que vous faites encore aussi beaucoup en Afrique, est-ce que la question de l'enfance arrive dans les ateliers d'écriture que vous animez? Est-ce que c'est une matière que vous creusez avec les personnes que vous rencontrez? Oui, en fait, j'ai fait 2 types d'ateliers. J'ai fait des ateliers d'écriture pour la jeunesse, d'écriture et d'illustration pour la jeunesse. Là, on était vraiment dans le royaume de l'enfance et l'idée de parler à des enfants c'était le but, aussi bien au niveau visuel que dans le texte. Donc ça c'est une première expérience. Et puis j'ai aussi fait des ateliers d'écriture, mais là pour les adultes, le roman, la nouvelle. Et je pense que oui, vraiment, c'est assez frappant. En fait, surtout quand on commence à écrire, les jeunes auteurs ont tendance à vraiment puiser dans leur jeunesse, puiser dans leurs souvenirs, et à partir de là, faire on va dire une peinture de la vie qu'ils connaissent aujourd'hui. Mais je voudrais ajouter juste une chose dont on n'a pas encore parlé peut-être, c'est qu'on grandit aussi avec les livres. Les livres nous aident à grandir et nous aident à entrer dans voilà, l'âge adulte. Et puis, parce que si on prend certains livres, on se rend compte qu'on les lit
à une certaine époque, à un certain âge, et quand on les relit, on a l'impression de les redécouvrir. Alors c'est ça, je pense, qui est si merveilleux dans la littérature, c'est que un livre n'est pas figé. En fait, il peut être interprété de différentes manières suivant les années. Et c'est ce que vous disiez aussi quand on s'était parlé en amont de cette rencontre, c'est que pour vous, il y a une hérésie à faire une hiérarchie dans la littérature entre la littérature jeunesse et la littérature adulte. Une hiérarchie qui tend à se gommer de plus en plus peut-être, mais néanmoins, parce que vous disiez combien effectivement on se construit avec ces livres, et du coup c'est important de ne pas faire de distinction. Pourquoi regarder moins bien La Petite Fadette ou les livres de la Comtesse de Ségur alors qu'ils nous ont construits en quelque sorte? Absolument, absolument. Et je trouve que ce n'est pas comprendre le processus d'écriture que de penser qu'on peut comme ça se couper de son enfance et dire, bon voilà, là maintenant je suis quelqu'un d'autre, je suis un adulte pur, je n'ai plus cette mémoire de mon enfance, de ma jeunesse. Non, je pense que la littérature est une longue chaîne d'ouvrages qui commencent de l'enfance à l'âge adulte et plus tard. Quand je dis plus tard, je veux dire que ces livres-là vont traverser les âges, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, franchement, pour moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait une vision de la littérature beaucoup plus cohérente, c'est-à-dire qu'on accepte que c'est quelque chose qui part de l'enfance à l'âge adulte. Vous êtes d'accord avec ça, Bessora, j'imagine? Alors moi, j'assume parfaitement Fantomette, Bidouille, Bill Cruel, Mongo Betty, Le Dernier jour d'un condamné. Enfin, j'assume parfaitement tout et je suis d'accord avec ça. Et malheureusement, le livre est un monde qui est très hiérarchisé. Et bon, ça paraît une maladie incurable. On ne va pas parler de littérature française versus littérature francophone, ce sera un autre sujet. Il y a des débats ailleurs, oui, je pense. Ça fait partie de ces questions-là. Et la littérature de jeunesse est essentielle dans ce qu'elle donne le goût de la lecture aux enfants. Donc c'est absolument pas à négliger. Et c'est un travail de création énorme. Donc moi j'assume tout et je ne fais pas ces hiérarchies et j'ai un souci avec ce genre de hiérarchie. Justement, sur le goût de la lecture pour les enfants et Menu Prophète, vous avez aussi œuvré à Haïti pour un livre à la maison ou des formules de ce genre pour donner le goût de la lecture. Où on en est à Haïti? Est-ce que le livre doit être d'accès assez compliqué aujourd'hui? Oui, d'accès très difficile, puisque nous avons connu des catastrophes humaines et naturelles en cascade ces dernières années. Mais le livre circule, parce qu'il y a un grand goût du livre. Donc, il y a des bibliothèques de proximité, des initiatives privées, des associations qui font circuler le livre. Et tout type de livre sur la question du livre jeunesse, les livres qui nous construisent, nous ne les oublions pas, puisque dans une vie d'écrivain, de lecteur, lectrice, nous lisons beaucoup de livres, mais au final, on en revient toujours aux livres de départ, Mon Bel Oranger, La Petite Fadette, les livres de la Comtesse de Ségur, puisque ces livres nous marquent un peu plus, puisqu'ils nous ont montré le chemin. C'est là que nous avons attrapé le virus de la lecture, et nous sommes malades et contents d'être malades. Donc voilà, ces livres-là, voilà cette mémoire cette mémoire de l'enfance, des premières lectures. Et tu vois, cette construction des individualités, elle est peut-être plus importante que ce qu'il y a eu par la suite. Et cette frénésie de rencontrer un livre et aussi d'aller vers des livres interdits. Parce que quand on est très jeune, on nous interdit un certain nombre de livres. Et quand on arrive à les lire, quelle victoire! Et on n'est pas plus pervers que ça après. Surtout si on les a compris. Donc voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer des livres interdits pour vous? Ah oui, j'ai lu des livres qu'on m'interdisait de lire. Il y avait un certain Max Duveusit
Maxence de Saint-Ange aussi. Je sais pas, j'ai pas fait de recherche, je sais pas exactement, mais c'était des livres érotiques et j'adorais les mettre dans un cahier et les lire sans qu'on ne voit ce que je lisais et vraiment c'était de grands moments d'émotion dans ma vie. Donc voilà, et j'encourage voilà, quand un enfant est surpris avec un livre interdit aux enfants, en général je n'ai pas d'opinion parce que bon, moi je trouve que c'est normal d'essayer de lire ces livres, de voir ce qu'il y a dedans et surtout pourquoi c'est interdit. L'interdit a très bon goût. Véronique Tadjo, est-ce que vous aviez des livres interdits aussi dans votre jeunesse? Non, non, je ne m'en souviens pas. Mes parents étaient assez laxistes, mais ce qu'il y a, c'est que moi, ce qui m'intéressait essentiellement, c'était la poésie. Donc, c'est très rare qu'on interdise des livres de poésie. Et moi, je me gavais de poésie. Je restais dans mon coin et je lisais voilà, la poésie. Et donc, j'ai vraiment commencé par la poésie. Et c'est pour ça que mon premier livre a été un recueil de poèmes latériques, parce que voilà, c'est ce que j'aimais. Et j'ai essayé de tout lire, les poètes de la négritude, évidemment Prévert, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, enfin tout ça m'a vraiment nourri et formé. Donc pour moi, la poésie est vraiment un genre majeur parce que elle traverse toutes les générations. Il n'y a pas d'âge en poésie et c'est ce que j'aime énormément. Mais moi, je précise que je lisais ce que je trouvais, parce que je n'avais pas accès à des bibliothèques. C'est comme quand on a faim, on mange ce qu'on trouve quand on a très faim. Donc, je me souviens, on allait au marché à la maison et les céréales étaient enveloppées dans du papier journal. Et moi, j'attendais qu'on revienne du marché pour décoller tout ça, pour pouvoir lire ce qu'il y avait dans le sac qui contenait les céréales. Donc moi, je lisais ce que je pouvais trouver. Et si c'était un Maxence de Saint-Ange, quel bonheur. Et du coup, avant de passer la parole à la salle, Bessora, est-ce que vous avez un souvenir de lecture interdite? Oui, alors moi, c'était pas de Saint-Ange, c'était les poèmes érotiques de mon oncle. C'est-à-dire que rien n'était interdit à la maison et comme rien n'était interdit à la maison et que j'étais très curieuse et que je fouillais, je suis tombée sur les poèmes érotiques de mon oncle maternel quand j'avais 8 ans. Et ça m'a d'autant plus surprise que quelques jours avant, il s'était déguisé en Père Noël pour nous faire une bonne surprise à Noël. Et donc, grâce à mon oncle, j'ai découvert la poésie érotique et j'ai compris que le Père Noël n'existait pas parce que je l'ai reconnu, malheureusement. J'espère que les enfants n'écoutent pas l'émission là, sinon vous avez censurez-moi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a 7 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur au premier rang. Bonjour. Mander Chafra, universitaire et écrivain, Kerouan, Université de Kerouan. Je remercie en fait donc, nos invités, Bessora, Émilie et Véronique qui communiquent avec nous. D'abord, j'aimerais bien donc poser des questions donc, bien précises. La littérature qui s'inspire en fait d'un élément essentiel, c'est un brin de folie. Tout à l'heure, j'ai écouté avec attention et minutie votre discussion. J'ai remarqué qu'il n'y a pas ce fou rire, cette passion. Il y a comme un académisme. Je pense que l'écrivain doit avoir ce brin de folie. La folie intéressante et essentielle pour la création. C'est la passion. Il y a de la raison, il y a du souvenir d'enfance. Ça, c'est un premier point. Second point, ce que j'ai remarqué concernant Émilie, Port-au-Prince, etc. Est-ce que vous considérez, Émilie, que cette littérature, que ce soit nord-africaine ou alors d'outre-mer, est-ce que c'est une littérature de second degré ou alors elle fait partie, comme le grand héritage de Senghor, de Benjeloun, de Jabbar, ce sont le premier rang de la littérature française. C'est une littérature de Katib Yassine, par exemple, c'est un grand classique français. Est-ce que vous considérez que cette littérature seconde
elle vient alimenter le français ou alors elle est légale. Émilie, vous pouvez répondre parce qu'en fait, on n'a plus beaucoup de temps, monsieur, donc on va laisser Émilie répondre. Moi, je suis du pays de Jacques Roumain, c'est-à-dire un écrivain universel. Jacques Roumain, auteur de Gouverneur de la Rosée. Et ce sont des questions qui ont été débattues avant-hier et hier dans le cadre des États généraux du livre en français. Il n'y a pas de français de périphérie. Là, je parle de français en termes de langue, de communauté linguistique. Il n'y a pas de français de périphérie. Et depuis plusieurs années, les Haïtiens, les Haïtiennes publient dans toute la francophonie. Moi, mes livres sont publiés au Canada. J'ai beaucoup de collègues qui publient en France. Donc, quand nous écrivons Haïti, nous parlons d'un lieu, c'est important, Haïti, la première république noire du monde, avec tout ce qu'elle a connu en termes de catastrophes naturelles ou humaines. Mais nous parlons d'un lieu, mais nous parlons au monde. Donc c'est une littérature, je ne dirais pas de premier plan, c'est une littérature qui fait partie de la littérature, c'est-à-dire quand on parle de littérature, on parle d'un écrivain haïtien ou d'un écrivain français, et si on parle de littérature francophone, ils sont pour moi sur le même palier. Et concernant le Grain de Folie, nous étions enfermés dans une thématique qui est la thématique de l'enfance. Nous y sommes restés et c'était très intéressant de débattre avec Véronique et Bessora. Mais est-ce qu'il existe une littérature sans folie? Ce serait une littérature plate. Finalement, quand nous lisons, nous allons chercher cette folie et ces livres partent de quelque chose en nous que nous ne pouvons pas contenir. Et voilà, donc ne vous inquiétez pas pour nous. Il faut seulement lire et puis vous nous direz la prochaine fois. Oui, je pense que la passion et la folie est partagée par toutes les trois. Bon, on n'a pas le temps, mais je vous aurais volonté demander si vous animiez des ateliers d'écriture, parce que vous avez l'air d'avoir une vision très réfléchie de comment il faut écrire. Bon, alors j'aurais du mal à répondre moi à cette question, mais je vous inviterais simplement à lire les livres de Véronique, d'Emeline et pourquoi pas de moi et d'autres auteurs. Si vous permettez, oui, juste pour Véronique. Véronique voudrait réagir. On ne vous voit plus, mais vous êtes là. Juste pour dire que bien souvent, on se demande si effectivement on n'est pas atteinte de folie. Enfin, parce que franchement, pour continuer dans l'écriture, pour vivre dans l'écriture, pour survivre dans l'écriture, il faut avoir ce petit grain de folie. Alors bien sûr, il peut être reflété dans l'écriture, mais il faut savoir que le processus d'écriture, c'est quand même un processus qui est difficile, qui demande beaucoup de travail parce que c'est une mise en ordre du chaos, on va dire. On essaie de trouver un certain ordre dans le chaos et on essaie de transmettre cela. Donc dans l'écriture, on peut avoir ce grain de folie, mais en fait, quand on s'assoit pour écrire, on est obligé d'avoir une certaine conscience de la forme et de ce qu'on veut dire quand même. C'est là où on associe l'enfant à l'adulte en quelque sorte. La folie de l'enfant et la rigueur de l'adulte peut-être. Oui, je crois, oui, effectivement. Il n'y a pas de littérature sans prise de risque. Donc, il y a une prise de risque, il y a forcément de la folie. Sinon, ça ne passe pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Dernière question pour Véronique, si vous permettez. Attendez, je ne sais pas, je ne vois pas s'il y a d'autres questions. Oui, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Sinon, on va... Allez-y, monsieur. On a une minute. Une petite question à l'écrivaine vraiment illustre Véronique. Juste une question. Pensez-vous que l'écriture, c'est une résistance dans le vécu, non pas derrière un bureau à écrire de l'artifice? Est-ce que vous pensez que l'écriture féminine, surtout africaine, etc., c'est une écriture de résistance pour changer, monter dans la rue et changer? Voilà, allez-y Véronique. Oui, absolument. Je pense que vous avez déjà tout dit. Je crois que écrire, c'est déjà résister à, on va dire, résister au discours officiel, essayer de proposer une autre vision du monde, apporter une autre lumière. Donc oui, c'est un gros travail de résistance par rapport à tout ce qu'on essaie de nous bourrer dans le crâne. Donc, vous êtes d'accord? Résistante? Vous êtes toutes les trois?
Moi, j'ai du mal avec les catégories. Je ne sais pas ce que c'est qu'une écriture féminine et une écriture africaine. Moi, j'ai dit ça, j'ai dit l'écriture n'a pas de sexe. Quand l'écrivain est devant son ordinateur, il n'est ni un homme ni une femme. Il écrit. Et puis, je pense que les écrivains n'ont pas d'injonction de contenu à recevoir. Je pense qu'ils sont libres de ce qu'ils écrivent et que c'est justement une métaphore de la liberté d'expression et donc de la résistance, de résister aussi aux injonctions de contenu et aux assignations identitaires. Merci beaucoup. Nous allons terminer là notre rencontre. Merci beaucoup, Émilie Prophète. Merci beaucoup, Bessora. Merci. Merci beaucoup, Véronique Tadjo. Et à plus tard pour d'autres rendez-vous du Congrès des écrivains qui se poursuit jusqu'à demain à Tunis. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Tu nous vois, tu nous entends ? Non,